Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette belle salle liotée de la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle pour ce 3e numéro de Business Class, le rendez-vous économique du groupe La Semaine. Bien sûr, merci à la CCI et à son président François Pélissier qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Merci de nous accueillir et d'être partenaire de notre émission. Partenaire également à la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Bonsoir Jean-Christophe Labbé. Partenaire l'Ordre régional des experts comptables et également IDMC. Chaque mois, nous avons le plaisir dans cette émission d'interviewer devant vous une personnalité du monde économique sur son parcours, ses projets, ses défis. Le public en fin d'émission pourra également poser quelques questions. Évidemment, cette émission est enregistrée, sera diffusée grâce à notre partenaire Wise Vision sur le site de La Semaine, sur ses réseaux sociaux, et fera aussi l'objet d'un retour dans notre hebdomadaire daté de jeudi et dans le mensuel Éco Grand Est. Pour cette 4e édition de Business Class, et après avoir accueilli Aurélien Fortier, François Piot et le mois dernier Daniel Cerruti, nous avons le plaisir d'avoir à notre côté Alexandre Farot, président du MEDEF Grand Est. Bonsoir. Alexandre. Bonsoir. Ça va, vous êtes bien installé? C'est parfait. C'est parfait. Alexandre Farot, donc je l'ai dit, vous êtes à la présidence du MEDEF Grand Est, et ce depuis janvier 2023. Absolument. Donc c'est assez récent. Vous avez pris la succession de Bruno Arcadipane. Vous êtes un homme de communication, un homme d'influence aussi, on en reparlera. Un mot tout d'abord, Alexandre Farot, sur votre activité professionnelle pour un peu mieux vous connaître. Vous êtes bien sûr chef d'entreprise avec un pied ici à Nancy et un autre à Paris. À Nancy, vous êtes à la tête d'une importante agence de communication. À Paris, d'un média un peu singulier. On en dira deux mots. Tout d'abord, Alexandre Farot, rappelez-nous un peu quelle est votre implantation ici à Nancy, depuis combien de temps, et puis voilà, les grandes activités de votre agence de communication. Bien, déjà, merci beaucoup de m'accueillir ce soir pour cette émission. Je pense que c'est un élément important justement de faire connaître le monde de l'entrepreneuriat, de l'économie, de la politique. Il faut que les gens s'engagent, les gens comprennent, et voilà. Donc, je suis ravi d'être là ce soir. En ce qui me concerne au niveau professionnel, donc comme vous l'évoquiez, j'ai 2 sociétés, une agence de communication qui s'appelle Les Émotionneurs. Nous accompagnons dans le repositionnement stratégique des fédérations professionnelles, et on les accompagne au niveau événementiel, audiovisuel et digital, et ce qui m'amène à être très fréquemment à Paris, puisqu'il y a beaucoup de sièges de fédérations qui sont là-bas. Le siège est ici à Nancy. Et le siège est ici, les équipes sont à Nancy, et on fait les déplacements autant de fois que nécessaire pour accompagner nos clients. Et donc ça, c'est une agence qui existe depuis 1996, donc c'est pas récent, et on est vraiment très fiers de valoriser le territoire, et c'est très apprécié par nos clients au niveau de justement cet esprit cartésien, cette rigueur, cette ponctualité dans tout ce que nous faisons. Juste pour situer le nombre de salariés, le chiffre d'affaires. 14 salariés, 2,2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est votre première activité. La deuxième, je le dis, c'est un média, le Trombinoscope. Alors le Trombinoscope, c'est un média qui est particulier, qui est destiné à toute la partie politique, qui est distribué à tous les députés, tous les sénateurs, les ministres, et qui a vocation à célébrer l'engagement politique et à permettre aux personnalités politiques de prendre la parole sur les thématiques que nous fixons tout au long de l'année, qui correspondent au calendrier législatif. Donc c'est une institution dans le paysage médiatique et politique, c'est quelque chose qui compte à Paris. Qui compte partout, même sur les territoires. Paris, c'est pas la France. Et donc le Trombinoscope, lui, a été créé en 1981. Par Félix Collin, qui est décédé depuis, et qui, donc en 81, s'est dit, mince, on comprend plus qui fait quoi, qui est qui fait quoi dans l'univers politique, et c'est comme ça qu'il a créé le Trombinoscope. Moi, j'ai racheté le Trombinoscope l'année dernière à un groupe anglais. Donc, il y a le Brexit, c'était normal que ça nous revienne. Et le Trombinoscope, c'est
à la fois un magazine, c'est un annuaire, un magazine et un événement très prisé à Paris tous les ans. La prochaine fois, ce sera le 15 février, où j'évoquais la notion de célébrer l'engagement politique. Très souvent, on décrit les politiques. C'est en permanence. Et donc là, c'est l'occasion de dire quand même, il y a des actions qui sont menées, il y a des choses qui sont bien faites, et il faut encourager cet élément-là. Et donc il y a cet événement qui a lieu à Paris, et cette année, j'ai décidé de déployer les trophées du trombinoscope en province, sur nos territoires, et on démarre. Et on démarre bien évidemment avec le Grand Est, voilà. C'est obligé. Et donc nous allons remettre les trophées du trombinoscope le 28 novembre à Strasbourg, donc en partenariat avec la région bien évidemment. Et donc c'est un jury de journalistes, certains en font partie. Voilà, on peut lire là. Voilà. J'ai le plaisir et l'honneur de faire partie effectivement de ce jury. Et voilà, je pense que c'est une belle opération d'être en plus d'être la première région à étraîner ces trophées, j'allais dire, du monde politique au niveau régional. Alors j'aimerais rajouter juste une chose, c'est pourquoi ces trophées sur les territoires, parce que c'est particulièrement important de s'imprégner de ce qui se passe, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans nos territoires, et ce sont les territoires qui, tous ensemble, font la France. Ça ne se passe pas qu'à Paris. Pas du tout, ça se passe dans nos territoires. Et donc il faut célébrer cet engagement, le valoriser et le déployer. Voilà, donc ça c'est pour votre activité professionnelle. On va revenir à votre mandat de président du MEDEF Grand Est. Alors parfois, que ce soit les médias ou peut-être même des chefs d'entreprise, on se demande pourquoi un MEDEF régional, pourquoi un MEDEF Grand Est. Donc on est tous les acteurs, les représentants des MEDEF départementaux, avec qui que les dirigeants et les médias aussi rencontrent régulièrement sur le terrain. Pourquoi avoir besoin de cette échelle supra-régionale, j'allais dire? On va parler de capillarité sur nos territoires, donc être au plus proche des territoires, c'est le rôle des MEDEF territoriaux. Et puis après, on a une constitution naturelle avec le regroupement des régions tel qu'il s'est fait. Et donc, les instances régionales doivent être adressées d'une autre façon, de façon complémentaire. Et le MEDEF régional donc regroupe les MEDEF territoriaux. Donc en ce qui concerne le Grand Est, il y a 10 départements, mais 9 MEDEF territoriaux, et les branches professionnelles qui viennent nous rejoindre aussi. Et à partir de là, on devient les interlocuteurs naturels des instances régionales, quelles qu'elles soient. L'autre avantage, c'est de faire le lien entre le national et le régional, et le président ou la présidente d'un MEDEF régional participe au comité régional à Paris, et en même temps participe au conseil d'administration, qui est l'organe de décision du MEDEF. C'est là que nous votons l'intégralité des directions que nous prenons. Voilà, donc je parlais d'influence tout à l'heure. Voilà, donc a priori c'est l'échelon régional qui permet de traiter directement avec les instances nationales, qu'elles soient du MEDEF ou autres. Régional. On raisonne. Nous, c'est l'application. Si je peux comparer, je dirais que c'est un rôle de préfet, voilà, pour illustrer le propos. Et pour être clair, il n'y a pas de lien de subordination, bien sûr, entre le MEDEF régional et les MEDEF départementaux. Non, c'est pas nécessaire, parce qu'on va travailler sur des dossiers différents, et on va se retrouver dans le cadre de commissions ou de dossiers que l'on doit porter régionalement, ensemble, puisque j'ai un conseil d'administration composé des membres que j'ai décrits. Et là, on va décider des projets sur lesquels nous devons nous positionner, qui peuvent être des projets régionaux ou nationaux. J'aurais peut-être dû commencer par cela tout à l'heure. Comment on arrive dans ce fauteuil de président du MEDEF régional? Pourquoi vous êtes pourquoi vous êtes porté candidat et à ce fauteuil-là plus particulièrement? Ça démarre par une volonté de militantisme. En tant que chef d'entreprise, nous sommes face à des problématiques qui sont nombreuses, donc on a besoin de se regrouper. C'est ce qu'on appelle le paritarisme aussi, le syndicalisme et le paritarisme. Et donc il y a besoin de comprendre l'environnement dans lequel nous sommes. Donc ça, il faut adhérer dans un syndicat patronal, et plutôt au MEDEF si vous me permettez. Et puis à partir de là, vous décidez de vous investir sur une commission, sur des responsabilités un peu plus grandes, et puis de fil en aiguille, ça vous donne des opportunités de prendre un peu plus de responsabilités.
Une de vos volontés, je crois qu'on en avait un peu parlé lorsqu'on s'était au téléphone récemment, c'est de votre volonté de rapprocher, vous y tenez en tout cas, le monde politique du monde notamment économique, institutionnel. C'est quelque chose sur lequel c'est essentiel. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. On a besoin de se comprendre. Je prendrai un exemple, celui du timing. L'échelle de temps n'est pas forcément la même. C'est-à-dire qu'il y a une composante électorale et puis il y a une composante technique. On ne change pas une ligne de fabrication en 15 jours, ça ne se décrète pas comme ça. Et donc nous avons des discussions en permanence pour ajuster la trajectoire. Je prendrai l'exemple de l'environnement. Voilà, tout le monde est d'accord sur la question de l'environnement. Pour autant, le rythme auquel nous devons intégrer les modifications doit prendre en compte les contraintes du terrain, mais aussi les contraintes internationales. On voit la vitesse à laquelle les Chinois peuvent réagir dans le domaine du véhicule électrique, par exemple. Nous, on a besoin de ce temps d'adaptation, ce temps aussi de protection pour nous permettre de maintenir notre souveraineté industrielle. Et vous pensez que nos élus politiques sont pas encore sensibles, on n'a pas bien compris encore cette différence d'échelle de temps, justement, il y a encore beaucoup de pédagogie à faire. On a oui, il y a de la pédagogie à faire, c'est-à-dire que voilà, il y a des contraintes fortes au niveau sociétal où on pousse sur l'environnement, par exemple. Et dans le même temps, nous on dit, on a parlé beaucoup du logement, par exemple, ouais. La rénovation des bâtiments. On parle de l'électrification des véhicules. On a parlé du nucléaire. C'est autant de sujets qui nécessitent des discussions, et régionalement et nationalement, pour adapter le calendrier et permettre d'aller de suivre la bonne trajectoire. C'est pas toujours facile. Vous dites bien, on en avait parlé aussi, vous dites un homme d'influence et pas de lobbying. Vous faites évidemment clairement la différence entre les deux. C'est un métier. C'est un métier. Vous n'êtes pas lobbyiste. Non, je ne suis pas lobbyiste. Il y a un cadre juridique spécifique pour les lobbyistes. En revanche, c'est notre rôle et c'est le rôle du MEDEF que de venir, c'est un rôle syndical, de venir expliquer quelles sont les contraintes que nous avons, quels sont les risques, quels sont les impacts d'une décision, de telle manière à illustrer les propos. Mais d'ailleurs, les politiques nous sollicitent, ils viennent nous voir. C'est bien, on a bien ces discussions. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord, mais débattre, ça évite de se battre. Quels sont les gros dossiers que vous poussez au niveau Grand Est, notamment à Paris? Il y a notamment le nucléaire, je crois, mais pas seulement. Alors, il y a plusieurs dossiers. Effectivement, le nucléaire, on s'est bien rendu compte là de l'importance de produire une énergie décarbonée. Le nucléaire en fait partie. Il y a eu des choix qui sont discutables. Et là, aujourd'hui, on revient dans une dynamique qu'il faut accompagner et qui va nous permettre de transformer et d'accompagner le pays. Mais il y a aussi toute la question de la formation, la question de l'emploi, qui sont autant d'éléments extrêmement importants. L'orientation aussi, c'est-à-dire qu'on voit que les métiers changent, les attentes changent. Et donc il faut au niveau, et on a beaucoup de relations donc tant avec le ministre Gabriel Attal qu'avec la ministre Carole Grandjean sur ces sujets pour justement affiner les besoins, bien comprendre, expliquer, présenter, montrer des cas précis qui permettent justement de préciser une direction plausible et pragmatique. Et à l'Europe, parce que je crois que vous êtes, alors je ne sais pas si vous êtes à l'origine, mais en tout cas vous œuvrez pour avoir un projet européen au niveau du MEDEF, au niveau du MEDEF Grand Est notamment, parce que région évidemment européenne, transfrontalière, présence de Strasbourg. Alors, la question de l'Europe, c'est un élément qui est particulièrement important. Et pas seulement parce nous serons l'année prochaine en année d'élection européenne. Non, du tout. Il y a plusieurs sujets. Disons que si on prend un peu de hauteur, la question de l'Europe, c'est ce qui nous dirige quelque part par le côté normatif. Donc, une norme impose un certain nombre de choses, peut nous contraindre ou peut faciliter. Donc, il est important de bien comprendre comment fonctionne la Commission européenne. Et le MEDEF était peut-être un peu en retard ces dernières années sur le sujet. Et dans la campagne de notre président Patrick Martin, il a été clairement exprimé la nécessité d'établir une vice-présidence européenne, ce qui a été fait,
telle manière à prendre le sujet à bras-le-corps. C'est qui? Alors le vice-président en charge de l'Europe, c'est Fabrice Le Sachet, qui a monté toute une équipe et à Paris et à Bruxelles. Un des paramètres de notre action, ça sera aussi d'avoir un bâtiment, enfin des locaux de réception, parce que c'est aussi comme ça. Oui, c'est vrai que c'était une surprise pour beaucoup d'observateurs, c'est que le MEDEF n'est pas présent physiquement à Bruxelles. Nous sommes présents. Mais il n'y a pas de maison. Il n'y a pas la maison du MEDEF à Bruxelles. Et ça va être, ça change. Et donc l'Europe, voilà, on a pris le sujet à bras le corps. Et après, en ce qui nous concerne, en Grand Est, et avec ce que je dois faire, c'est effectivement, nous sommes la seule région de France avec 4 pays transfrontaliers. Nous sommes la seule région à avoir le Strasbourg, la Commission européenne chez nous, le Parlement. Et puis on a des sujets d'importance aussi. Je reviens sur le nucléaire, la taxonomie sur la partie nucléaire. C'est aussi un élément central dans les négociations que nous pouvons avoir. Et je rajouterai autre chose dans ce contexte-là, c'est que il est particulièrement important de pouvoir parler avec nos homologues. C'est-à-dire que on peut se dire que parfois les relations sont pas simples, mais le fait de déclencher la relation est un élément qui permet d'avancer. Et dans ce contexte-là, nous avons initié ce qu'on appelle des trilatérales, des bilatérales, avec nos homologues du BDI allemand, de la Confindustria pour l'Italie. Et donc, nous avons des réunions tournantes comme ça pour évoquer les problèmes, parce que en fait, c'est une réunion des MEDEF internationaux qui se font comme ça, ce qui permet d'avoir une approche globale. Et je dirais qu'on a la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre, et nous, on est un peu morcelés dans notre mécanique. Et le fait de pouvoir se parler, d'avoir une approche plus globale, ça nous laisse espérer, en tout cas nous y travaillons, pour avoir un peu plus de cohérence. C'est nouveau comme démarche au niveau du patronat, enfin du MEDEF en particulier? Non, il y a rien, je dirais que c'est pas nouveau, on intensifie, on passe vraiment à la vitesse supérieure, et c'est un objectif prioritaire du programme de Patrick Martin. Et le MEDEF Grand Est, un de ces objectifs, mais en tout cas de ces combats, c'est au niveau européen, c'est faire en sorte que Strasbourg reste capitale européenne, qu'il n'y ait pas de... C'est un des axes, bien évidemment. Donc nous sommes idéalement situés. On est au centre de l'Europe, je dirais, avec la région, et donc ça nous permet d'avoir un accès facilité à toutes ces discussions. Et donc dans ce contexte-là, Fabrice Le Sachet a créé une équipe rapprochée dont je fais partie justement pour évoquer toutes les questions européennes. C'est un avantage vraiment fort pour la région. C'est-à-dire que tous les sujets qu'on va aborder, la finance c'est une question, les normes sont une question, le nucléaire, enfin les énergies sont, enfin voilà, j'en passe, l'alimentation, enfin on a tous les sujets, toutes les questions de souveraineté, la santé aussi. Enfin voilà, ce sont des sujets extrêmement importants. Donc le sac est plein. Et alors pour en remettre dans le sac, parce que l'Europe c'est aussi les aides. C'est aussi, il y a peut-être aussi quelque chose à faire aussi dans ce cadre-là, avec un lien direct avec les chefs d'entreprise du territoire, c'est faire en sorte que les aides soient mieux connues peut-être aussi par les chefs d'entreprise et qu'ils aient plus facilement accès. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui fait partie, je crois, de votre plan d'action? Alors parfois on ne le sait pas, mais les aides européennes passent à travers, par exemple, France 2030, et on a déjà des aides européennes qui nous arrivent par là. Après, il y a le nombre d'aides, j'ai pas le nombre en tête, mais est très important. Et là, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans l'accompagnement. Nous, ce que nous faisons au MEDEF, à travers les MEDEF territoriaux et le MEDEF régional, c'est de donner l'opportunité à ces différentes entreprises de venir présenter les typologies d'accompagnement qu'ils peuvent proposer aux entreprises. Parce que c'est vraiment un métier à part entière. Pour terminer avec l'Europe, donc je l'ai dit, l'année prochaine, et des élections européennes, là, le MEDEF, est-ce que le MEDEF va, comme il le fait de temps en temps aussi, bâtir une plateforme qu'il soumettra éventuellement aux candidats? Est-ce que vous travaillez sur le sujet? Travail d'arrache-pied. J'étais lundi à Bruxelles pour ça, et là c'est tous les jours, jusqu'à l'élection. Alors il faut bien comprendre dans la mécanique que c'est pas après
que les choses se passent. Il faut être en avance de phase. Et donc là, aujourd'hui... C'est-à-dire être en avance de phase pour alimenter, les candidats, enfin en l'occurrence les candidats ou les différents exactement. Et nous verrons, nous rencontrerons tous les chefs de file, bien évidemment. Voilà, on a évoqué pas mal de sujets. Hein. On revient sur ces questions de souveraineté, parce que une souveraineté, une renaissance industrielle pour la France, ça veut dire des emplois, ça veut dire de l'export, ça veut dire beaucoup de choses. Donc on parle beaucoup du pouvoir d'achat, c'est aussi tous ces éléments qui viennent contribuer au bien vivre en France. Autre sujet qui vous tient à cœur, je crois aussi la défense, oui. Parce que je crois que vous êtes lieutenant-colonel de réserve d'ailleurs. Donc c'est aussi un sujet que vous portez au sein de votre engagement militant, j'allais dire, au sein du MEDEF. Alors on peut le voir absolument, je confirme vraiment ce point, on peut le voir sur différents aspects. Aujourd'hui, on a Internet de tous les côtés, on a des télécommunications de tous les côtés, et donc il y a tout le volet cyberdéfense, cybersécurité. Voilà. On a eu pas mal de sujets où on a vu des entreprises qui ont été hameçonnées, alors je n'ai pas forcément tous les termes techniques, où on a envoyé des faux RIB, etc. Donc là, il y a des détournements qui peuvent être vraiment très lourds de conséquences pour les entreprises. On va parler d'entreprises et d'emplois en même temps qui peuvent tomber. Et puis après, il y a un autre volet. On se rend compte que quand même, on a une économie presque une économie de guerre, puisque on peut avoir une guerre commerciale, et puis là on voit que l'intensité des conflits se rapproche, donc il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. Comment est-ce que nous nous préservons? Ça touche directement l'économie. Quelles sont les entreprises que nous devons absolument préserver? Que faut-il faire pour cela? Que devons-nous garantir? Comment est-ce que nous travaillons à nouveau avec l'Europe pour avoir une réflexion globale par rapport à tout ça? Et donc, ça a des impacts directs. Et donc, oui, la défense, c'est un élément clé de nos souverainetés. Ça fait des années qu'il y a la dissuasion nucléaire, mais il y a aussi bien d'autres éléments que l'on ne voit pas immédiatement, qui sont nécessaires à la stabilité de notre économie. Est-ce que vous pensez quel est votre sentiment sur le degré de préparation justement des entreprises, des entrepreneurs sur ce sujet-là? Je pense qu'il y a une conscience, on sait qu'il y a ce danger qui plane, mais pour autant, est-ce qu'on est suffisamment prêt? Est-ce qu'il y a encore aussi pas d'efforts, aller plus loin que de la pédagogie, mais vraiment parce que la préparation doit être permanente, puisque l'évolution des technologies est phénoménale. Là, on voit avec l'intelligence artificielle, par exemple. On nourrit une intelligence artificielle qui ne nous appartient pas. Donc là, on est dans une guerre économique. Okay, après, imaginons que demain, il n'y ait plus d'Internet, ou on l'a vu, hein, plus d'électricité, etc. Ça a des impacts terribles. Comment est-ce que nous devons faire? Quelle est notre capacité, notre résilience possible pour faire face à ça? Donc, il ne faut pas être, inquiet. Voilà, faut pas. Mais il faut quand même, il faut pas être dans le déni non plus. Il faut se dire, mieux vaut se préparer, mieux vaut réfléchir. Et là, il y a des exercices qui sont menés. C'est pour la cybersécurité. Et sur l'intelligence artificielle, alors justement, quel est votre regard, vous, de communication, chef d'entreprise, dirigeant au sein du MEDEF, justement, quels sont les ressentis que vous percevez du terrain, des dirigeants que vous rencontrez? Il y a une question d'éducation, là aussi, de pédagogie. C'est-à-dire qu'on peut regarder les choses d'une façon négative, dire c'est un danger, oulala, on va perdre des emplois, etc. De toute manière, le rouleau compresseur est lancé. On n'a pas le choix. Donc, il vaut mieux se l'approprier, bien comprendre comment ça fonctionne, et voir comment tirer profit de cet outil. Donc on a la question de l'intelligence artificielle, il y avait la question de la sécurité des données dans le cloud aussi, on l'a vu en santé, on l'a vu dans le domaine militaire, on peut l'avoir à plein d'égards, et donc on doit avoir cette réflexion. Dans la réflexion sur France 2030, on a ébauché une partie de ça, mais il faut qu'on continue, il faut qu'on aille plus loin. Je crois que j'ai déjà entendu dire, vous l'avez déjà exprimé, vous aimeriez que le Grand Est soit une terre d'expérimentation. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus ce que ça veut dire et donner quelques exemples? L'avantage d'avoir un pied en Grand Est, un pied à Paris, justement, c'est un des avantages aussi des MEDEF régionaux. C'est-à-dire que quand on se réunit dans le comité régional à Paris, on partage nos expériences. Et donc là, on peut faire notre marché, dire tiens, ça c'est pas mal, je pourrais essayer de l'expérimenter chez nous. Et puis quand on est aussi au conseil exécutif, on a une information, je vais pas dire en avance de phase, mais presque sur les évolutions législatives.
Et donc là, ça nous met en relation directement. Nous recevons fréquemment députés, sénateurs, ministres qui viennent nous expliquer telle ou telle chose. Et à partir de là, c'est une opportunité de dire, eh bien moi, je me porte volontaire pour expérimenter ça sur notre territoire. Et là, l'emploi, l'hydrogène, c'est-à-dire si on peut développer un peu. Sur toute expérimentation, pas la politique. Il y a on va refaire aujourd'hui la politique de l'emploi en France, mais sans rien dévoiler d'extraordinaire, mais voilà, il y a France Travail qui est en train de se mettre en place. Donc, il y a des choses qui nous plaisent, d'autres moins. Donc, on va essayer de dire, en étant ouvert, optimiste et constructif, voilà, on aimerait bien expérimenter, avoir une mesure d'impact. Parce que ça se décrète pas comme ça. Hein. Un bassin d'emploi, il se déplace pas comme ça du jour au lendemain. De l'habitat pour accueillir une entreprise, ça se décrète pas en 35 secondes. Donc, le fait d'être un partenaire du gouvernement sur ces aspects-là, ça veut pas dire que c'est un blanc-seing. C'est juste, on réfléchit ensemble à la meilleure façon de développer les projets sur le territoire. Vous avez justement cette double vision, cette double lecture régionale et aussi nationale. La question peut paraître bateau, mais quand même, j'aimerais bien l'entendre la réponse de votre bouche. Quels sont aujourd'hui, lorsque vous discutez avec vos collègues d'autres régions, vraiment les atouts du Grand Est et à l'inverse, les faiblesses de la région? Vous voulez vraiment... On ne dit pas le centre de l'Europe, ce genre de choses, on le connaît un peu par cœur. Vous voulez vraiment me mettre à mal avec mes confrères des autres régions? Je leur dis simplement que on est la deuxième région industrielle, donc il va falloir qu'ils bossent. Donc, et qu'on a envie d'y aller. Non, mais nous n'avons pas ce genre de discussion. On regarde vraiment, par exemple avec la Normandie, là, ce qu'ils sont en train de mettre en place, ils ont une problématique logistique énorme par rapport à la mise en œuvre des EPR sur leur territoire. Qu'est-ce que ça veut dire que 10 000 personnes en plus sur un territoire? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils le font? Et là, ça nous intéresse de dire, là, tiens, on s'est planté si on a fait... Et là, donc nous, on a une réflexion que l'on peut transposer. Parce que si on veut avoir un EPR à Nogent-sur-Marne, notamment... C'est juste essentiel d'avoir ce genre d'informations. Et donc là, on va travailler de concert sur ces questions. Et puis, on va trouver la meilleure façon de faire. Un autre exemple, ça va être l'emploi et la formation dans le cadre du nucléaire. Bon, je reviens beaucoup dessus parce que c'est un sujet qui est d'extrême actualité pour moi. Mais on va réfléchir ensemble. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez fait? Est-ce qu'on peut installer de la mobilité professionnelle dans les équipes qui ont été formées pour que nous, on puisse réagir plus vite? Et inversement, comment on peut les aider? Alors. Et toutes ces choses-là sont absolument essentielles. Je pense, alors il y a toujours une compétition interrégion, bien évidemment, mais ça c'est le côté le plus fun, je dirais. L'autre volet, c'est vraiment la réflexion plus globale sur la souveraineté nationale. De quoi avons-nous besoin? On ne joue pas avec des bisounours, et donc si on n'a pas une réflexion, si on fonctionne pas en équipe, on prend des risques énormes sur notre territoire. Un sujet qui fait le lien entre la souveraineté nationale et l'industrie, c'est la filière automobile, la filière électrique. Oui. On voit que le centre de gravité comme de la filière électrique française qui est en train de naître, elle est plutôt vers les Hauts-de-France. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on a loupé le coche? On n'a pas de gigafactory dans le Grand Est. On a un manque évident de ports. La mer n'est pas très proche. Ça a été un des éléments déclencheurs par rapport à ça. Donc, on n'a pas raté. Il y a d'autres opportunités qui s'ouvrent à nous. Et on a un président de région qui chôme pas. Et il va vraiment au combat pour beaucoup de sujets. Et c'est très très bien. Je suis pas inquiet pour l'avenir de nos territoires au niveau industriel, services, etc. Aujourd'hui, Elisabeth Borne, la Première ministre, a dévoilé son plan, des mesures pour relancer le logement. Et elle dit notamment que, et c'est là aussi peut-être elle enfonce peut-être une porte ouverte, mais que si on veut être une grande région, un grand pays industriel, et donc nous une grande région industrielle, il faut pouvoir loger évidemment
les collaborateurs. Est-ce que vous pensez que dans notre région, il y a aussi besoin de remettre l'accent de manière assez forte sur le logement, au-delà d'aider évidemment la filière immobilière? Est-ce que c'est un enjeu important sous peine d'être relégué aussi en deuxième division sur ce terrain-là? Alors, je vais faire des généralités parce que j'ai pas les chiffres avec moi, mais bien évidemment, c'est juste essentiel. C'est pareil, c'est pas quelque chose qui se décrète. C'est pas parce que il y a des bâtiments disponibles dans telle ou telle région qui sont éloignés des centres industriels ou des axes routiers que ça donne de la disponibilité. Donc, il faut comprendre à partir du moment où on dit que on souhaite accueillir des entreprises sur notre territoire, eh bien, il y a un ensemble de choses qu'on va devoir mettre à leur disposition. Il y a la mobilité, il y a le logement, il y a la santé, il y a l'éducation. Que sais-je. Voilà, il faut avoir une vision holistique, une vision globale des choses. Et la partie immobilière est un élément qui est clé. Tout à l'heure, j'évoquais la question de calendrier, rénovation thermique des bâtiments, etc. Ouais. Pas de souci. On rentre dans une logique, voilà, que tout le monde peut comprendre. En revanche, nous ne sommes pas d'accord avec le calendrier. Et donc, on voit bien qu'on a des bouchons, et c'est dommage. Si, au moment de la discussion, on peut évoquer cette vision globale, avoir ces éléments de mesure d'impact, eh bien, on pourra être beaucoup plus à l'aise dans la mise en œuvre de tout ça. Et on sera au rendez-vous. Les entreprises sont... on a beaucoup souffert quand même, ces 5-6 dernières années, ça a été assez violent. Les entreprises sont globalement résilientes. Elles ont toujours été au rendez-vous. Oui, elles ont aidé, mais elles ont toujours été là pour faire les choses. On n'a pas parlé encore d'infrastructures, notamment de communication. Quel est votre regard justement sur les grands débats qui sont anciens en Lorraine, que ce soit en Meurthe-et-Moselle ou en Moselle? On parle d'autoroute, on parle de ferroviaire, on parle de fret. Voilà, est-ce que là aussi, est-ce que les chefs d'entreprise et le MEDEF ne devraient pas pousser des coups de gueule un peu plus pour se faire entendre et faire entendre le monde de l'entreprise pour inciter le pouvoir central et les élus à débloquer certains dossiers dans lesquels on est enlisé? Alors je vais rebondir sur le terme coup de gueule. Coup de gueule, c'est de la com. Nous, on fait de l'influence, on essaie de réfléchir. On n'est pas obligé de faire soft power. Voilà, si on veut. Donc, on n'est pas obligé d'aller à l'agression qui oblige à de la posture. En revanche, à venir avec des éléments concrets de mesure d'impact des décisions qui sont proposées, là oui, ça a du sens. Et donc, on a reçu, mardi, on avait Gabriel Attal sur la question de l'éducation, voir comment on peut rapprocher l'entreprise de l'éducation. Et on a un discours extrêmement ouvert. Même si on n'est pas d'accord sur tout, mais c'est extrêmement ouvert. Et comme ça, nous avançons. Sur la question des infrastructures, c'est un petit peu plus compliqué, mais on continue de porter la voix. Parce qu'on sait quand même sur un certain nombre de dossiers, on le dit, il faut se faire entendre. Il faut se faire entendre à Paris, il faut avoir de l'affluence. Donc, c'est votre rôle, si j'ai bien compris. Est-ce que vous estimez que nos élus ont suffisamment de relais, justement, au niveau national? Ils sont parfaits, nos élus locaux. Ils sont parfaits. Non, mais je ne vais pas vous mettre mal avec. Non, pas du tout. Parce que quand on a des choses à dire, on leur dit. On s'en cache pas. Mais justement, ils sont parfaits dans le sens où on peut dialoguer. Et voilà, et charge à nous de leur prouver, de les amener sur de porter un nouveau regard sur les questions qu'eux-mêmes portent. Et voilà, c'est parfois plus ou moins facile, mais je dois dire qu'on a quand même une oreille extrêmement attentive pour tous ces sujets. Et on ne faiblit pas, sans coup de gueule. Sans coup de gueule. Vous êtes un homme de communication. Justement. Ouais. Lorsque vous avez été élu, j'ai lu que vous aviez l'ambition de faire dans le Grand Est une REF, c'est-à-dire une réunion des entrepreneurs de France, l'équivalent de l'université d'été du MEDEF qui se passe chaque année sur le campus d'HEC. Donc vous aviez l'ambition de faire la même chose dans le Grand Est. C'est toujours un projet de réunir la grande famille des entrepreneurs. C'est plus qu'un projet, c'est lancé. C'est important de marquer le territoire, d'accompagner nos entrepreneurs, d'accompagner nos élus sur la vision
que nous avons, et de prendre, c'est un moment où on peut prendre un peu de hauteur. Et donc, il y a des échanges très nourris, très divers pendant cette journée, et enfin pas cette année, ça a été décidé et validé, et ça aura lieu à Troyes le 21 mars. Voilà, donc on a une info, ah oui, un scoop. C'est quasiment un scoop. Voilà, ça va paraître bientôt. Ça va paraître à Troyes le 21 mars. Merci Alexandre Farreau. Un mot de la fin, un message particulier que vous souhaiteriez passer à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, aux personnes qui nous regardent sur Internet, qu'ils soient chefs d'entreprise ou non. Alors je vous dirais que c'est particulièrement important de venir renforcer les rangs du MEDEF, hommes et femmes. Nous avons besoin de parité, nous avons besoin de nous engager, et plus nous serons engagés, et plus nous pourrons, ensemble, influer sur nos territoires, pour le bien du territoire et pour le bien de tous, un mieux vivre ensemble. Et ça, je vous le garantis. Le micro est dans la salle. S'il y a une intervention ou une question. Oui. On a entendu que vous étiez un homme de médias, à double titre ou à double territoire. Est-ce que l'aventure politique ne vous tenterait pas également ? Alors, je pense que je fais de la politique. Je suis élu, je fais le lien entre le politique et l'économique, et après, j'ai pas forcément besoin d'être député, sénateur, ministre. En tout cas, je n'ai pas cette ambition. Déjà, bien faire ce travail au sein du MEDEF, c'est très important. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, il est important de se mobiliser autour des syndicats patronaux. La notion de paritarisme, je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, c'est que c'est ce qui nous permet justement le dialogue avec nos élus et avec le gouvernement. Et ça, il faut en parler. Et là, nous faisons de la politique. Nos interlocuteurs du quotidien, ce sont nos députés, nos sénateurs, nos ministres, avec lesquels nous échangeons quotidiennement. Donc, pour prolonger mon propos, vous croyez dans les politiques. Qu'est-ce qui fait que vous, qui êtes au contact des politiques, vous y croyez et qu'on a ce sentiment assez généralisé depuis quelques années que la plupart des Français ne croient pas dans les politiques ? En fait, nous nous sommes fait piéger collectivement par l'instantanéité des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, un X, alors ça me fait bizarre de dire ça, je préfère Polytechnique que Twitter, un tweet fait le buzz. Et on prend pas le recul suffisant pour comprendre de quoi on parle, avoir cette capacité de discernement. Et donc ça a contribué fortement à dégrader l'image que nous avons de nos politiques. Pour autant, c'est ce que je disais en préambule, il faut célébrer cet engagement, il faut s'engager politiquement, il faut prendre des décisions. Sinon, on laisse le champ libre à quelques risques pour le pays, et ça, c'est vraiment pas bien. Il faut être vraiment moteur et actif et décideur de sa destinée. Et sans s'engager, je vois pas comment on peut faire. Donc avoir un avis sans connaître et sans savoir juste, alors ma société s'appelle les émotionneurs, je suis mal placé pour dire ça, juste réagir en fonction des émotions, c'est un peu dommage. Merci. Bien, s'il n'y a plus de questions. Merci Alexandre. Il y avait, pardon, excuse-moi, non, pas de souci. Oui, une question, juste un peu d'actualité. Patrick Martin, donc le président de l'Université nationale, vient à Nancy le 5 décembre prochain, à Nancy Thermal. Est-ce que c'est juste dans le cadre de son tour de tous les territoires, ou est-ce qu'il y a des sujets particuliers qui vont être abordés au cours de cette soirée et qui concernent plus la région Grand Est et plus particulièrement également le territoire lorrain? Chaque déplacement du président est fait avec des spécificités locales. Patrick Martin est un formidable président qui vient des territoires. Il sait vraiment ce que c'est. Il l'a démontré pendant toute la campagne. Il le démontre dans son début de mandat qui est quand même pas simple. Il met un point d'honneur justement à visiter les territoires, comprendre les spécificités et il y va. Son calendrier
est complètement dingue. Donc ici, je vais pas, faut attendre le 5. Hein, ça serait malvenu de ma part de dire quelque chose de plus. Mais oui, il vient sur le territoire pour parler territoire. Voilà, cette fois-là, je ne privais personne de poser une question à notre invité. Bien, donc merci Alexandre Faraud d'avoir été l'invité de Business Class avec IDMC, l'Ordre régional des experts comptables, la Caisse d'épargne Grand Est Europe et la CCI de Meurthe-et-Moselle. Je vous donne rendez-vous le 14 décembre prochain pour une nouvelle émission. Merci, à bientôt. Merci à vous.